Bienvenue à toutes et à tous. On plonge aujourd'hui dans le numéro de novembre-décembre 2025 de Lire Magazine. Une édition particulièrement dense qui fait le point sur l'actualité littéraire de cette fin d'année. Tout à fait. Et bon, difficile de rater la couverture, hein. Les meilleurs livres de l'année, c'est clairement le gros dossier. On va évidemment s'y attarder. Oui, c'est le fameux palmarès annuel. Très attendu. On va regarder ça de près, leur sélection, et puis surtout l'entretien avec l'écrivain que le magazine a choisi de mettre en avant cette année. Mais on va aussi survoler le reste, hein, les portraits, les critiques. Exactement. L'idée, c'est d'extraire l'essentiel, les points saillants, ce qui est marquant dans ce numéro, pour avoir une bonne idée de ce que Lire nous propose. Allez, on y va, on ouvre ce magazine. Alors, le cœur du numéro, donc, c'est ce fameux palmarès des 100 livres de l'année. Romans français, étrangers, essais, BD, il y en a pour tous les goûts apparemment. Oui, c'est ça. Bon, ces classements, évidemment, c'est toujours subjectif, on le sait, mais ça donne quand même une cartographie intéressante de ce qui est sorti. Ça peut servir de guide. Et ce qui frappe tout de suite cette année, c'est leur choix pour le livre de l'année. Oui. Le grand entretien, c'est avec Jean-Baptiste Delamot pour son roman La Nuit ravagée. Et là où ça devient particulièrement intéressant, c'est comment Lire le présente. Comme le tout premier roman d'horreur, pur, qui entre dans la collection Blanche de Gallimard. À la prestigieuse collection Blanche. C'est un signal fort, non ? Ah oui, clairement. Surtout qu'il y avait d'autres gros succès, critiques ou publics, hein. Je pense à La Maison vide de Laurent Mauvigné, qui joue aussi un peu là-dessus, La Maison abandonnée, mais différemment. Tout à fait. Le magazine, on dirait, veut vraiment souligner l'audace de Delamot, sa tentative de marier la littérature blanche, la littérature réaliste, avec l'imaginaire de l'horreur. Le tout ancré dans une réalité sociale française. C'est peut-être aussi une façon de distinguer un auteur qui est connu pour son style, très travaillé, sa patte, comme on dit, mais qui n'a pas forcément toujours eu les honneurs des grands prix d'automne. Une sorte de reconnaissance pour son exigence, son originalité. D'ailleurs, Delamot, dans l'entretien, il explique que pour lui, cette fusion des genres, elle est assez naturelle. Il raconte avoir grandi en lisant de tout, les classiques, la littérature populaire, le cinéma d'horreur des années 90, sans faire de hiérarchie entre tout ça. Il avoue même avoir eu une sorte de complexe d'illégitimité au début, parce qu'il n'avait pas fait d'études littéraires classiques. Ah d'accord. Et ça va peut-être pousser, dit-il, à travailler sa langue avec autant de soin. Ce style très sensoriel, très physique qu'on lui connaît. Oui, c'est un point important. Il cite des influences très diverses, Suskind, Sade, mais aussi Faulkner, Pierre Guillotat. Et ce roman, La Nuit ravagée, il semble vraiment puiser dans son adolescence, dans les années 90. Il part de l'ambiance de l'époque, la découverte de l'homosexualité en province, avec l'ombre du sida, une atmosphère de peur, de non-dit. Et La Maison abandonnée, qui est centrale dans le livre, elle est inspirée d'un vrai lieu de son enfance, un lieu exploré en cachette avec des amis. C'est ça. Et il parle aussi d'une évolution dans son écriture par rapport à ses livres d'avant, comme Une éducation libertine ou Règne animal. Il dit qu'il a cherché une langue plus directe, plus épurée. Il cite Bret Easton Ellis et Les Éclats comme inspiration. Ah oui. Et l'idée, c'était de capter cette atmosphère adolescente sans renoncer à une ambition littéraire. Et même, il dit chercher une forme de beauté au milieu de l'horreur. C'est intéressant ça. Son approche est aussi décrite comme très visuelle. Il cite des cinéastes comme Wes Craven ou John Carpenter. Des maîtres de l'horreur, oui, ça se tient. Et sur les prix littéraires alors ? Quelle est sa position ? Il a l'air assez détaché. Il dit qu'il ne les attend pas vraiment, qu'il est conscient que son univers ne correspond pas forcément aux attentes habituelles des jurys. D'accord. Pour ses projets, il parle d'un texte pour la collection Manu au musée et d'un nouveau roman en préparation qui, a priori, ne sera pas un roman de genre cette fois. Bon, c'est un choix fort de la part de Lire donc. Mais le dossier ne s'arrête pas là, bien sûr. Parmi les autres incontournables qu'il cite. Oui, alors on retrouve La Maison vide de Mauvigné, évidemment, mais aussi des grands noms comme Chimamanda Ngozi Adichie pour L'Inventaire des rêves, Emmanuel Carrère avec Kolkhoz, où il parle beaucoup de sa mère, Hélène Carrère d'Encausse, apparemment. Richard Powers, Un jeu sans fin. Et puis un essai qui a l'air passionnant, Ève de Kat Bohannon, sur l'évolution du corps féminin. Et le magazine distingue aussi un roman étranger, Un monde nouveau. C'est de l'américain Jess Rowe. Ça a l'air d'être une grande chronique familiale qui aborde des thèmes très actuels, l'immigration, la crise climatique, les tensions religieuses, à travers une famille juive de New York. D'accord.
Et côté essai alors, le choix de lire, c'est À l'assaut du réel, du sociologue Gerald Bronner. Un livre qui semble bien collé à notre époque. Ah oui, tout à fait. Bronner y analyse notre rapport de plus en plus compliqué, disons fuyant avec la réalité. Il décortique comment les technologies numériques et puis ce qu'il appelle la pensée désirante, cette tendance née dans les années 60 qui fait passer le ressenti personnel avant l'effet objectif, comment tout ça nous enferme un peu dans nos bulles. Nos bulles de croyance, ouais. Exactement. Et ça mène à une fragmentation de la société, ça alimente ce qu'on appelle la post-vérité. Donc si je suis bien, le risque que pointe Bronner et que Lire relaie, c'est que si chacun vit dans sa réalité basée sur ses désirs, le débat devient impossible en fait. Puis exactement ça. Il parle d'un émiettement du socle commun, ce socle de faits, de connaissances partagées qui est indispensable pour pouvoir discuter ensemble. Lire trouve l'analyse fine, pertinente sur les dérives actuelles, tout en notant, petite critique, que la définition du réel chez Bronner reste assez conventionnelle. D'accord. Mais le message principal est là. Cette érosion du réel partagé, c'est un vrai danger pour la cohésion sociale, pour la démocratie. Une réflexion importante, c'est sûr. Bon, sortons de ce gros dossier pour explorer la section L'actualité du magazine. Là aussi, il y a pas mal de choses. On commence avec un nom qui revient souvent pour le Nobel, le Hongrois László Krasznahorkai. Ah oui. Lire le présente un peu comme un auteur ardu. Univers sombre, phrases interminables, ça peut faire un peu peur. C'est vrai qu'il a cette réputation d'auteur exigeant, un peu comme son compatriote, le cinéaste Béla Tarr, avec qui il a beaucoup travaillé. Mais l'article suggère de dépasser ça. Son livre Seyobo est descendu sur Terre, par exemple, est présenté comme une réflexion sur la beauté, sur la difficulté à la saisir. L'idée forte, ce serait que l'art peut révéler une vérité cachée, plus profonde, une apocalypse au sens premier, un dévoilement. Ah d'accord. Quelque chose qui nous dépasse et qui pourrait, peut-être, nous sauver d'une vie purement matérielle, un peu morose. Si on ne voit que le tangible, on passe à côté de l'essentiel, en gros. Une quête de sens par l'art. Intéressant. Dans un autre style, Lire parle d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre et de son roman « Je voulais vivre ». Elle réhabilite Milady des Trois Mousquetaires. Ouais. Et puis, une rencontre avec Jean Echenoz, qui vient de recevoir le prix de la langue française. Alors là, l'article nous donne quelques aperçus de son univers. On apprend qu'il vient d'emménager dans le 5e arrondissement à Paris. Il parle de son enfance, assez particulière, passée en partie dans des hôpitaux psychiatriques où travaillait son père. Mais il dit qu'il n'abordera jamais ça dans ses livres. Il préfère vraiment la fiction à l'autobiographie. C'est clair chez lui, ça. Oui. Il cite Dickens, mais aussi Rob Grillet, Buteur, le nouveau roman. Et il confirme l'importance du jazz, du cinéma dans son écriture, surtout pour son dernier roman, Bristol. Ce qui est intéressant, c'est quand il explique son jeu avec les pronoms. Je, tu, il, nous, comme s'il utilisait différentes caméras pour raconter l'histoire. Malin. Et ce lien au cinéma, justement, il est très présent dans ce numéro. Plein d'adaptations littéraires. François Ozon qui s'attaque à L'étranger de Camus. Sacré défi. Ah oui, quand même. Lire explique qu'il a choisi de commencer son film par la scène en prison, quand Meursault dit « J'ai tué un arabe », pour bien ancrer d'emblée le film dans le contexte de l'Algérie française. Choix fort. Autre adaptation commentée. Conditions, c'est tiré du roman Amours de Léonore de Recondo. C'est Jérôme Bonnel qui réalise. Le réalisateur dit avoir été marqué par la force des personnages féminins et la critique de la bonne conscience masculine dans le livre. Apparemment, l'adaptation lui a permis d'aller vers une violence plus frontale. D'accord. Et il dit s'être inspiré de Zola, Maupassant, même Hector Malot. Ah d'accord. Et puis Stephen King, il est partout. Oui. Le magazine parle du film Life of Chuck, Oui. de la série préquelle de ça, Bienvenue à Derry, qui arrive sur HBO Max. Ça se passe dans les années 60. Ah oui, les origines du mal à Derry. Une nouvelle adaptation de Running Man par Edgar Wright. Décidément, l'horreur a le vent aux poupes. Clairement. Et un dernier film tiré d'un livre culte, L'inconnu de la Grande Arche. C'est de Stéphane Demoustier, d'après un livre de Laurence Cosset. Ça raconte l'histoire vraie de l'architecte danois de la Grande Arche de la Défense, Johan Otto von Spreckelsen. Un personnage assez méconnu finalement. C'est vrai. Le film est présenté comme une reconstitution du Paris des années 80, mais aussi comme une réflexion sur la création, les ambitions et puis les désillusions face à la politique, à l'économie. Mais l'actualité du livre, ce n'est pas que des sorties et des adaptations. Il y a aussi parfois les polémiques. Et Lire revient sur l'affaire Babelio. Ça a fait du bruit, ça. Oui, c'est un sujet sensible. Ça touche directement la confiance des lecteurs.
Babelio, ce site communautaire où tout le monde peut noter, critiquer les livres, il est accusé de laxisme dans sa modération. C'est ça. Lire rapporte le cas d'un auteur qui a vu des critiques négatives sur son livre avant même qu'il sorte en librairie. Et toutes venaient de la même adresse IP, apparemment. Ah oui, quand même. Ça jette un doute énorme sur la fiabilité du système, quoi. Si on peut publier facilement des faux avis positifs ou négatifs, comment on se fie aux notes, aux commentaires pour choisir un livre? Ben oui, Surtout vu l'impact que ces plateformes peuvent avoir aujourd'hui. c'est toute la question. L'affaire met en lumière la fragilité de ces systèmes participatifs, les risques de manipulation du marché. Babelio a promis d'améliorer ses contrôles, mais l'article de Lire laisse entendre qu'un climat de méfiance s'est installé. Ça interroge notre rapport à la recommandation à l'heure numérique. C'est clair. Une affaire qui fait écho, d'une certaine façon, à ce que disait Bronner sur la difficulté de s'accorder sur le réel. Passons à des sujets plus sociétaux, toujours via les livres. Lire parle de la biographie de Jean-Marie Le Pen par Christophe Boursillet. Oui, alors le magazine souligne la complexité du personnage tel que Boursier le dépeint, à la fois la figure politique associée à la violence, la torture en Algérie, et d'un autre côté, plus surprenant, décrit comme un homme sociable, proche de certains intellectuels parisiens dans sa jeunesse. D'accord. L'article mentionne aussi brièvement la nouvelle génération du parti, qualifiée de « front familial ». On rapporte ces éléments tels que présentés, sans aucun jugement de notre part. Bien sûr. Dans un tout autre registre, il y a une chronique de Nora Hamadi, La Maison des Rêves. Elle y raconte son enfance à Longjumeau, en banlieue parisienne. Oui. Et Lire met en avant comment l'autrice, qui est journaliste, part de son histoire personnelle pour raconter une histoire collective, celle des quartiers populaires issus des 30 Glorieuses. L'élan associatif après 68, puis le déclin, la montée des communautarismes, le sentiment d'abandon par la République. L'article souligne son usage du je et du nous pour lier l'intime et l'universel. Et un dernier livre qui explore une histoire récente, mais économique cette fois. The Family sur l'incubateur de start-up parisien. C'est écrit par Jean-Jacques Augier et Michel Viviorca. Oui, c'est présenté comme la chronique d'une époque, celle de la Startup Nation parisienne des années 2010-2020. On y retrouve les fondateurs très médiatisés, Alice Zagouri, Nicolas Collin, Oussama Ammar. Oui, ces noms-là. Les réussites comme Cabaya ou Conto, mais aussi les controverses, les scandales financiers qui ont secoué l'entreprise, surtout autour d'Oussama Ammar. C'est un peu le miroir des ambitions et des dérives d'une certaine économie numérique. D'accord. Pour finir ce tour d'horizon de l'actualité, Lire propose aussi des choses un peu plus légères ou érudites. Un clin d'œil à Philippe Geleuc et son amour des chats. Ah, le chat. Un article sur les femmes oubliées de la série noire, traductrice, autrice sous pseudo, un compte-rendu de la foire du livre de Brive et une expo sur les manuscrits enluminés à Villers-Cotterêts. Voilà, un programme riche. On a fait un bon tour, je crois, de ce numéro assez foisonnant. Oui, effectivement. Si on essaye de prendre un peu de recul, qu'est-ce qui se dégage de cette lecture de Lire Magazine? Quelle est l'impression générale? Ce qui me frappe, personnellement, c'est une sorte de tension constante qui traverse le magazine. D'un côté, il y a un fort besoin de regarder en arrière, de comprendre d'où on vient, que ce soit en réhabilitant des figures comme Milady ou en explorant les héritages familiaux parfois compliqués, comme le font Carrère avec sa mère, Hamadi avec son quartier, ou même Anne Berest qu'il cite pour son roman Finistère. Une sorte de regard vers le passé. Et de l'autre côté de cette tension, il y a quoi? De l'autre côté, il y a une nécessité assez pressante de se confronter au présent, à ces défis et d'essayer d'imaginer l'avenir. On le voit avec Bronner qui alerte sur la post-vérité, Krachna-Orkai qui se demande si on peut encore percevoir la beauté dans notre monde, Delamo qui utilise l'horreur pour parler de fracture sociale d'aujourd'hui. Oui. Sans oublier la science-fiction, souvent écrite par des femmes d'ailleurs, qui imaginent des futurs, des dystopies qui nous tendent un miroir parfois assez inquiétant. Donc, voilà, le passé pèse, le présent brûle et l'avenir interroge. C'est une très belle synthèse. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour conclure. Face à des affaires comme celle de Babelio, qui remettent en cause la confiance dans les avis en ligne, et face aux analyses comme celle de Bronner sur ce règne de la subjectivité, où le ressenti devient la vérité, comment on fait pour choisir ses lectures aujourd'hui? Les palmarès des magazines, des algorithmes, les conseils des amis, les critiques sur le net? Dans tout ce bruit d'opinion, dont certaines sont peut-être fausses ou manipulées, qu'est-ce que ça signifie au fond de vraiment découvrir un livre par soi-même, pour soi-même? C'est une vraie question. Une question qui reste ouverte. Merci d'avoir partagé cette exploration avec nous.